Aujourd'hui, nous allons parler de design. Et je voulais parler de ce mot, cette fonction, parce que j'ai la sensation que ce mot a autant de définitions que de personnes qui l'utilisent. Jusqu'à parfois se rendre compte que ce mot a été vidé de sa substance. Aujourd'hui, avec l'avènement du design thinking, le design est devenu pour beaucoup synonyme de post-it. Les bureaux en sont remplis et permettent de montrer que oui, nous avons bien bossé. C'est peut-être pas si simple que ça. Mais alors que cache réellement ce mot design ? Comment peut-on définir le métier du designer et comment retrouver du sens avec une profession pourtant essentielle ? Pour parler de ce sujet, j'ai la chance aujourd'hui de vous proposer une conversation avec un homme dont le mot design résonne depuis 1964, lors d'une collaboration avec le designer Raymond Lévy. Suivra la co-création en 1973 de la première agence de design marketing en France, Carré Noir, que notre invité développera ensuite aux États-Unis, au Japon, en Italie, en Belgique et en Angleterre. J'ai aujourd'hui le triple plaisir de pouvoir vous parler de design, du Japon, vous comprendrez pourquoi, et de vous faire découvrir la vie de mon invité. Je m'appelle Romain Saillet et j'ai le plaisir de vous inviter à cette conversation avec le designer Monsieur Gérard Caron. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous allez bien ? Plutôt très bien. Je suis vraiment très content de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que il est vrai que le mot design aujourd'hui est beaucoup utilisé. Il est même très utilisé. Alors, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, en fait, il est utilisé depuis ces dernières années parce que voilà, j'ai eu cette sensation que le design thinking, ou en tout cas que le mot design a été beaucoup plus popularisé. Du coup, je suis allé sur Google Trends, qui est un outil sur Google qui vous permet de savoir l'usage des mots dans le temps. Et en fait, je me rends compte que ce mot a été de tout temps utilisé. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, on utilise beaucoup plus le mot design aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe quand on utilise ce mot ? Alors moi, je vais m'inscrire en faux. Ouais. Parce qu'il y a bien entendu ce que dit Google quant à l'origine, quant à l'usage d'un mot, et à ce que la vie en fait. Et la vie avec le mot design, moi je l'ai vécu compte tenu de mon âge, et je peux vous affirmer que le mot design, dans les années, on va dire avant 70, était réservé à qualifier le mobilier scandinave, en gros. D'accord. C'était ça. Jamais vous n'auriez entendu utiliser ce mot design dans la conversation courante. Jamais. D'accord. Et d'ailleurs, lorsqu'avec des amis, j'ai fondé cette agence, Carré Noir, en 1973, s'est posée pour nous la question de la dénomination de cette agence. Agence de quoi ? De dessin, de création, de communication, de quoi ? Et on a donc fait le choix de design parce que justement ça qualifiait un nouveau courant qui venait des pays scandinaves avec un dessin particulièrement pur qui nous convenait bien, carré noir. On ne peut pas faire plus pur que ça. Donc nous avons opté pour l'option d'appeler cette agence de design, ce qui nous a valu certaines réflexions de la part d'un ministre Toubon, quelques temps plus tard, qui dit mais non, ça design, c'est pas un mot français, etc. Bon. Mais c'était trop tard, le mot était lancé. Après, tous nos confrères et nos concurrents se sont appelés agence de design. Donc c'était lancé. Mais là aussi, il y a un malentendu parce que design, dans les pays anglo-saxons, qualifie tout ce qui se conçoit. Or, tout se conçoit. Même un bébé se conçoit. Un circuit informatique se conçoit. Enfin bon. Donc, le mot design est utilisé dans la vie courante là-bas. En France, il a été introduit, quand on regarde le Robert, il a été introduit dans les années 70, je crois, ou 80 même, pour qualifier ce qui était dessiné, ce qui avait une valeur esthétique et associé quand même à l'industrie. Donc c'était plutôt design industriel, si on va par là. Design graphique, tel qu'était l'agence Carré Noir, non. C'était du dessin, c'était de l'art graphique. D'accord. Appeler ça du design, c'était assez audacieux. Alors que pour les anglo-saxons, non. D'où cette
acceptation du mot design dans les pays anglo-saxons, donc dans la majorité des pays du monde, hein, une acceptation beaucoup plus large que dans les pays latins, où c'est quand même associé à une notion d'esthétique, d'école d'art, hein, oui, vraiment d'esthétique. Les premiers designers venaient des écoles d'art, ce qui n'est pas le cas dans des pays anglo-saxons à nouveau, hein, puisque c'est un mot courant. Pour nous, occidentaux, l'Europe du Sud, l'Europe méditerranéenne, on va dire, pays catholiques, c'était beaucoup plus lié à cette notion qui reliait les nobles, la richesse, la noblesse, à l'art, à la culture, au dessin. On peut dire que Léonard de Vinci est un designer, hein. Oui, c'est intéressant parce que finalement, entre chaque culture, il y a une définition assez différente ou une perception un peu différente. Ah oui, le un peu est une façon de parler, parce que pour moi, c'est même très différent. C'est pour ça que dans mon dernier bouquin qui s'appelle Homo Designus, j'ai écrit un chapitre pour définir justement le design en disant l'impossibilité de la définition. Parce que tout dépend du pays dans lequel vous vous situez, tout au moins de la culture dominante de ce pays. Enfin, on est en France. Et lorsque je dis en France que je suis designer, tout de suite, c'est quand même plus ou moins artiste. Oui. Bah, le mot, alors ça c'est une question que j'avais, c'est ce mot de design ou de designer a beaucoup évolué. Je le disais en introduction, vos premiers émois autour du design, c'était en 1964 avec la bouteille Lacroix. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et alors, première question d'ailleurs, est-ce que ce mot a évolué entre 64 et aujourd'hui? Ou même, on pourrait même prendre le début de l'agence Carré Noir et aujourd'hui. Est-ce que ce mot en France a évolué et comment est-ce qu'il a évolué? Comment est-ce qu'il est perçu? Vous dites aujourd'hui, effectivement, quand tu es designer, c'est très artiste. Ça l'était pas à l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions comme ça autour de ce mot design? Oui, ça a considérablement évolué, mais d'ailleurs heureusement, parce que c'est quand même un métier qui épouse la vie contemporaine, et la vie d'aujourd'hui, comparée à celle d'il y a 30 ans, il n'y a plus rien à voir. Hein. Mais y compris dans le métier du design, puisque l'informatique maintenant est dominante, et l'informatique est l'outil principal du design aujourd'hui. Donc c'est un métier qui a considérablement évolué, et donc le sens du mot également. Aujourd'hui, le mot design, même j'oserais dire qu'il est, mais ça peut paraître négatif, qu'il est galvaudé, parce qu'on dit qu'un appartement est design, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. On parle du design d'un objet qui n'est pas forcément designé. Hein. Donc, c'est un mot qui est devenu courant. Oui, c'est-à-dire qu'il est synonyme à la limite de sophistiqué, mais qui n'est pas du tout son sens. Oui, c'est ça, pur, moderne, un peu à la Apple. Voilà, ça c'est Apple est l'exemple parfait d'une industrie designée. Hein. Et puis, vous voyez dans les petites annonces... appartement design. Ça voudrait bien savoir ce que c'est qu'un appartement design. Hein. Enfin, je comprends. Oui. Je comprends, bien sûr. Mais le mot a atteint le grand public. Et ça, c'est grâce à des... Je dis grâce, c'est pas à cause. Hein. Grâce à des personnages comme Philippe Stark. Bien sûr. Beaucoup plus que des personnages comme Philippe Stark que des professionnels comme moi, par exemple. Parce que Philippe Stark est allé du grand public. Oui, c'est associé à la pop culture pour finalement associer le design et puis conceptualiser des objets. Alors je pense évidemment... Oui, et puis il a écrit il a créé surtout des objets dont les médias ont parlé. Il a le sens de la communication, ça c'est remarquable, c'est ces gars-là du design. Donc en cela, il a ouvert le métier au grand public. Même si le grand public ne comprend pas très bien ce qu'est la réalité de notre métier, mais au fond, est-ce que c'est grave? J'aimerais revenir en 64. Vous avez découvert le design à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit votre page Wikipédia. Moi, j'ai envie de savoir si c'est vrai. Si en 64, est-ce que c'est vraiment votre première rencontre? Et si avant ça, finalement, vous n'aviez pas déjà eu des prémices de ce qu'était le design? Est-ce que c'est 64, cette date charnière ou... Non, vous savez, sur les pages Wikipédia, on apprend des choses sur soi. Donc, j'ai pas fait exception. Mais c'est
presque vrai. C'est-à-dire que c'est la première grande rencontre professionnelle. D'accord. Mais la première rencontre au niveau du cœur, c'est beaucoup plus tôt. C'était quand, du coup? Oh, je n'ose à peine le dire, mais j'avais peut-être 7, 8, 9, 10 ans. C'était donc après la guerre, quand même. On ne disposait pas des jouets comme on dispose aujourd'hui, donc on fabriquait les choses soi-même. Et puis moi, j'avais... d'où ça venait, j'en sais rien. J'avais l'idée de fabriquer des produits, de faire des petites étiquettes. Et puis je vendais ces produits-là à mes sœurs, à mes parents, etc. Et en fait, je créais des packaging. Oui, c'était le début, finalement. Oui, mais évidemment, j'habitais une petite commune qui s'appelle, toujours, d'ailleurs, Pont-l'Évêque, en Normandie. En 1950, qui parlait de design, surtout dans ma famille, qui était une famille nombreuse, pas spécialement aisée, comme beaucoup de familles à l'époque. Le mot design, est-ce qu'il existait d'ailleurs? Pas sûr du tout. Hein. Même pour le fameux mobilier scandinave dont je parlais, je crois que non. Non, mais c'était le goût des produits, le goût des marques. Hein. Après, quand j'étais préado ou ado, je collectionnais les publicités et je les classais par style. Ah oui, d'accord. Hein, je me rappelle pas bien, mais je me rappelle que je classais, par exemple, publicité par rapport aux mannequins. Est-ce que c'était des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes? Enfin, je ciblais, au fond. Mais ce mot n'existait pas non plus. Hein. Donc, ça voulait dire que j'étais intéressé par ça, par la communication. Mais, bien entendu, à cette époque-là, les parents ne s'occupaient pas de l'orientation professionnelle des enfants. C'était une notion abstraite. Peut-être dans les grandes cités, c'est possible. Mais enfin, à Pont-l'Évêque, non. Et au moment où vous avez du coup été obligé de choisir une orientation professionnelle, est-ce qu'à l'époque, ça existait des écoles qui ressemblaient à ce que vous vouliez faire ou en tout cas... Non. Mais d'ailleurs, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça puisque je ne savais pas que c'était un métier. C'est amusant. Je l'ai découvert lorsque j'étais soldat en Algérie. Je suivais donc des cours par correspondance. Et puis, ma mère m'envoyait des articles qu'elle jugeait intéressants dans ses magazines, etc. Dans Sélection de Reader Digest, à l'époque, c'était le grand mensuel, je crois. Et puis, je me rappelle, je vois très bien le jour, le moment, l'heure, la minute, où je tombe sur un article découpé qui parlait de l'École supérieure de communication, de publicité même, je pense, à l'époque, à Paris. Et je me suis dit, ça c'est donc un métier. Voilà. C'était une révélation, vraiment. La révélation, hein, comme on en a quelques-unes dans sa vie. Et donc j'ai décidé, après l'armée, de venir à Paris, de suivre les cours de cette école, et puis de me lancer là-dedans. Hein. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Donc je me suis inscrit au cours de publicité, comme on disait à l'époque, par correspondance, ce qui veut dire que j'étais un troufion à la frontière pas que ce que je raconte, algéro-tunisienne. On vivait sous des tentes. En guise de mobilier, c'était des caisses d'oranges renversées. Et là, je faisais mes cours. Et j'apprenais la typo, l'héliogravure, l'offset. Je comprenais, mais rien. Rien, comment voulez-vous? C'était abstrait complètement. Je ne comprenais pas comment une plaque d'offset pouvait imprimer alors qu'elle était plate. Il n'y avait pas de relief. La typo, oui. Hein, ça, c'est facile à comprendre. C'est le tampon encreur, en fait. Mais l'offset, bon. Partie grasse, partie sèche, mais le gras, vous pouvez marquer la page. Enfin bref, je me posais tas de questions. Puis la rédaction, j'ai appris la rédaction publicitaire comme ça, bref. Enfin, ce métier-là, puisque le design n'existait pas. Donc voilà, ça c'est le véritable début, mais c'était donc tout ce goût de l'objet, des marques, des produits
des emballages, des logos, toute cette chose qui était floue, mais qui prenait forme au fur et à mesure que j'avançais dans la vie, et j'ose dire presque malgré moi, hein, au fur et à mesure que je découvrais un nouvel apprentissage. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on vous définit comme designer, mais finalement, pour devenir designer, vous êtes passé par beaucoup d'apprentissage. Vous parlez de la typographie. Ah oui, puisque ça n'existait pas. Bah oui, évidemment, mais... faut bien des pionniers. Faut bien pionniers, débuter. par définition, ils font des choses qui n'existaient pas avant. Mais c'est amusant parce que ça me fait un parallèle avec le fameux Steve Jobs, qui finalement, quand il a créé ses ordinateurs, il y a tout un mythe autour du fait qu'effectivement, lui est appris aussi la typographie et essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces enseignements, je dirais parallèles, mais finalement complémentaires pour ce métier de designer? C'est toujours difficile de répondre a posteriori à une question qui ne s'est pas posée au moment venu, hein. Puisque c'est en marchant que j'ai découvert les choses. Et pas seul, hein, avec d'autres. C'était d'abord avec des gens de la communication, où j'étais à l'aise dans le monde de la création. La communication à l'époque était une activité, la réclame, la publicité, c'était très créatif et très porteur, hein. Parce que beaucoup moins marketing qu'aujourd'hui, moins analysé, beaucoup plus instinctif, hein. Donc plus proche aussi de ce que je suis toujours d'ailleurs. Donc ce que ça m'a apporté, c'est évidemment des méthodes. Ça m'a apporté une simple question, pourquoi ? C'est une bonne question, Ouais, pour commencer. ouais. Et alors aujourd'hui, je me pose toujours cette question, hein. Quand je dirige des designers maintenant, parce que je dirige des designers, je leur demande toujours, mais pourquoi tu as fait ça ? Est-ce que tu peux pas aller plus loin ? Hein, je dis pas ça, c'est bien, c'est pas bien, parce que allez savoir. Hein. Pourquoi cette question du pourquoi, c'est pour remettre du sens, pour remettre... Oui, bien sûr. Oui. Parce que vous faites un métier que le storytelling, c'est-à-dire donner du sens à une marque, au vécu d'une marque, hein, à son existence même, hein, parce qu'elle a bien démarré de quelque chose, et surtout de quelqu'un. Donc, le design, c'est la même chose. Ça part bien d'une fille ou d'un garçon qui tire un trait. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il a tiré ce trait-là et pas un autre ? Exactement. Du coup, on est parti dans cette conversation. Mais c'est parfait, ça me va très bien. Mais bon. À partir du jour où vous avez mis le mot design sur votre métier, est-ce que tout d'un coup vous avez compris ce que vous faisiez depuis tant d'années, ce chemin jusqu'où il aboutissait, ou est-ce que c'était qu'une étape en plus finalement ? C'était un mot que vous accolliez en disant finalement c'est peut-être le plus proche de ce que je fais aujourd'hui, ou alors est-ce que c'était une forme de révélation, dire voilà, le design c'est exactement ce que je fais, ce qui m'anime, mon moteur. La vraie question derrière, c'est est-ce que ce mot vous définit ou est-ce que c'est vous qui avez tenté de définir ce mot ? Dans quel sens ça va ? Je dirais, c'est plutôt le mot qui me définit que l'inverse. Parce que vous avez compris que le petit pontépiscopien, habitant de Pont-l'Évêque, hein, le petit pontépiscopien que j'étais, ignorait tout du design et a quand même creusé son chemin dans ce métier-là et pas dans un autre. Donc c'est plutôt ce métier qui m'a choisi, puisque je l'ai d'abord exercé sous forme de jeu, après sous forme d'intérêt documentaire, et puis après la chance, la rencontre, tout s'aligne, et pour former un seul point. Et ce point-là, je dis, c'est là où je veux être. Hein. Donc, c'est pas moi qui l'ai défini, c'est l'inverse, carrément. Hein. Et ce qui veut dire que... Est-ce que je sais aujourd'hui véritablement ce que je fais ? Pour une part, non.
Pour une grande part, oui, bien sûr, sinon je serais complètement stupide et aveugle. Mais pour une part, non. Je me laisse toujours une petite part d'imprévu. Hein. Et pas simplement que dans le design. Ce qui est intéressant, parce que souvent quand on parle du design, on parle d'une matière, ou en tout cas d'une réflexion, où tout doit être codifié. C'est-à-dire que le design thinking, c'est on se pose 4 questions et on va mettre des post-it et on aura la réponse à la fin. Et c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire finalement, moi, ma perception aujourd'hui de mon métier, de ma vie et du design, c'est de se laisser une part de je ne sais pas, et de ne pas avoir une grille de lecture sur tout le temps pour imposer ma lecture sur ce que je vois à chaque fois. Oui, mais c'est justement le grand esclavage des designers de plateforme qui doivent designer en fonction des réponses de l'intelligence artificielle qui leur indique ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, hein, et qui doivent modifier en permanence le design de l'écran ou des produits présentés, etc., par rapport à ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Hein. Et donc, ils créent sans cesse, hein, sans recul, ce qui explique la relative médiocrité quand même de tout le design qui est sur le net. Hein. Non pas parce que les designers sont médiocres, mais parce qu'ils n'ont pas le temps du recul, ils n'ont pas le temps de l'erreur, ils n'ont pas le temps de la reprise. Mais est-ce que ça, culturellement, en France, on accepte l'erreur, on accepte de prendre le temps? On est encore dans cette... Est-ce qu'on a encore le droit de se tromper? Ça, c'est le secret du designer, ça. Quand je dis l'erreur, je vais pas dire à mes clients, vous savez, j'ai repris mes designs d'hier et je me suis trompé complètement. Non, ça c'est mon luxe, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir mon écran et puis de dire, observer ce que j'ai fait la veille, dire non, ça va pas du tout, ça c'est pas... Oh, les designers de plateforme n'ont pas ce recul. Ils vont plus loin. Et puis, est-ce que finalement, un designer, ça va avoir un parti pris? Et que... Oui, bien sûr. Alors, entendons-nous bien, parce que c'est pas un artiste. L'artiste, lui, a son parti pris, ou ses partis pris, et puis si en face de lui, il y a des gens qui sont prêts à acheter ses partis pris ou son parti pris, tant mieux pour lui. Sinon, voilà, c'est sa vision du monde, ça reste là. Hein. Le designer, non. Moi, je suis obligé de faire des produits qui vendent plus que ceux de la veille, et qui vendent plus que des concurrents, ou des logos qui impactent plus, ou des pages web qui se visitent le plus, etc. Sinon, je ferme boutique. Hein. Moi, je suis condamné à l'efficacité. Alors, quand on parle de boutique, j'ai envie qu'on parle de Carré Noir. Oui. Carré Noir qui a été créé. Bravo pour l'enchaînement. Carré Noir qui a été créé en 74, si je dis pas de bêtises. 73. 73, pardon. Vous étiez 4 oui. À la création, d'où le carré. Le carré, oui. D'où le Carré Noir. Est-ce que, alors vous l'avez dit un petit peu, mais quand vous êtes lancé en 73, est-ce que vous n'étiez pas un peu fou de lancer une agence de design en 73, ou est-ce que ça semblait complètement naturel dans vos évolutions respectives de lancer cette agence? Dans quel état d'esprit vous étiez, vous lançant? Non, on était complètement jetés. Hein. Non, c'était pas raisonnable du tout. D'abord parce que les 4 étaient mariés, avaient des enfants, travaillaient dans la même agence de communication, qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Ted Bates, gagnaient très bien leur vie, et ont décidé de réduire leur salaire par 2, de lancer une agence au nom étrange Carré Noir, une agence de design dont tout le monde ignorait le sens, y compris donc les futurs clients, qui n'avaient pas de dossier, un concept nouveau, complètement nouveau en France. Hein. Il y avait une agence déjà qui existait, qui s'appelait Lansdale, d'origine anglaise, qui avait un concept de design, bien sûr. Lansdale existe toujours, est une très grande agence en France maintenant, mais qui n'avait pas cette notion de marketing. Hein, faisait du design, du dessin, quoi. Hein, créer des packaging, des logos, etc. Mais il n'y avait pas cette recherche de sens, hein, et de rencontre avec une cible qui a caractérisé Carré Noir. Hein. Parce que justement, Ted Bates était une agence américaine très en avance dans le domaine du marketing. C'est-à-dire qu'il était
question, à chaque fois, d'analyser les concurrents, en termes de com, hein, je parle de l'agence là, de communication. Les concurrents, les cibles, les médias, c'était très scientifique. C'est un marketing très poussé pour l'époque. Qu'on pourrait appeler aujourd'hui le neuromarketing. Ou oui, c'est ça. C'était cette tendance-là, en tout cas. Oui, cette tendance-là. Bon, bien sûr, on était en 72, 71. Hein. Mais tout de même, pour l'époque, c'était vraiment très en avance. Hein. Et donc, l'idée, ça a été d'appliquer ces techniques-là on va dire, au design aujourd'hui. Hein. Et ça m'est venu encore d'une façon un peu... J'ai eu des révélations comme ça, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais celle-ci, je la vois encore très bien. J'étais chez Danone, je présentais une campagne de communication, je vendais la création. Je pense que c'était un chef de produit ou de marque à l'époque, ça n'existait pas, mais enfin bon, c'était l'équivalent, qui était un ami, parce qu'on avait le même âge, on se fréquentait. Et puis, c'était pour lancer un produit de Danone qui s'appelait Floréal, qui était une crème renversée avec une soucoupe en plastique. Et on retournait la chose, et donc le caramel coulait dans la soucoupe. C'est un concept intéressant. Sur le plan hygiène, c'était moyen, mais bon. Et puis, comme d'habitude, il me dit, bon, ben Gérard, puis tu nous feras un petit... je sais pas si on disait logo à l'époque, enfin bref, l'équivalent d'un logo. Ouais, d'accord. Dans 2-3 jours, quoi. On se retrouvait plus tard avec des logos que t'es fait par l'agence pour rendre service. Et puis si tu as des idées aussi d'emballage, de packaging, quoi. Hein, ça, ce serait bien. Ça, c'était le brief de l'époque. Hein. Et ce jour-là, pourquoi ce jour-là? Je me suis dit, mais c'est complètement stupide. Je me suis dit, je ne lui ai pas dit à lui, hein, parce que le premier média, rappelez-vous, dans cette agence, on étudiait les médias très sérieusement. Le premier média de cette marque, c'est son produit. C'est pas le magazine, c'est pas la presse quotidienne, pas la télévision qui n'existait pas à l'époque. Non, c'est ce produit. À partir du moment où vous vous dites, ça, c'est pas un produit, c'est pas un packaging, c'est un média. Tout change. Vous devez connaître la cible, les concurrents, enfin, etc. Et vous créez un métier. Et ce métier du design marketing s'est créé là, à ce moment-là. C'est intéressant parce que beaucoup d'entreprises très innovantes, ou considérées comme très innovantes, ont effectivement ce parti pris. Alors je pense principalement à Red Bull ou à ce genre de marques, qui finalement se définissent. Alors quand on va voir les responsables de Red Bull, on leur dit, bon, vous vendez des boissons gazeuses? Ils disent, non, nous on a un média. C'est notre travail. By the way, on a un produit qui est une boisson, mais on est un média. C'est intéressant finalement, parce que ce que vous avez compris dans les années 70, finalement, aujourd'hui encore, c'est une vision qui fonctionne, et les Américains ne voient que ça. C'est-à-dire que tout est média, et toute entreprise est média. Et il y a encore, il n'y a pas très longtemps, un site internet qui s'appelle The Product Hunt, qui est un classement des startups tous les jours. Le créateur de ce site, qui est très connu, a fait un article de blog il y a 1 an pour dire... Si vous voulez lancer votre boîte, commencez par créer un média. Et puis ensuite, vous montrez votre entreprise. Donc c'est intéressant finalement de se rendre compte que votre vision est encore applicable, ça c'est sûr, mais elle est encore plus d'actualité que jamais. Ça fait partie de ces entreprises innovantes qui se considèrent aujourd'hui comme des médias. Mais justement, vous parliez de vos clients. Comment vous avez fait pour convaincre vos premiers clients? Ça a été laborieux. Ça a été très difficile. D'abord, une première année, nous étions tous les 4... 100 clients. Et on faisait ce qui nous tombait sous la main, c'est-à-dire des tracts publicitaires, voilà, des petites choses comme ça, pour faire un peu de chiffre d'affaires. Et puis, un magazine professionnel, Stratégie, décide de nous consacrer un petit article, voilà, quelques lignes. Évidemment, comme notre marque est assez originale, ça va tout de suite dans le titre. Hein. Ça se fait du genre 4
publicitaire, je sais pas quoi, créer Carré Noir, une agence de design peut-être. Et Lotus, ça c'était peut-être 6 mois après la création de notre agence. Lotus nous appelle en disant, écoutez, ça fait 2 ou 3 ans, je sais pas qu'on cherche à travailler autour de notre logo, on n'y arrive pas. On voit dans Stratégie que vous avez une nouvelle méthode. Ben, venez nous voir. Je suis allé les voir. Et puis, c'est une collaboration qui a duré 15 ans. C'est-à-dire que là, ça a été pour la première fois, nous pouvions appliquer notre méthode. Alors, quelle était cette méthode? Mais la méthode, d'abord, c'était vous allez voir comment c'était révolutionnaire. C'était ne pas créer, comprendre. Mais facturer déjà. Ah, mon Dieu! Alors que l'imprimeur, il vous faisait des logos et des packaging gratuitement, tout de suite. Puis l'agence de com aussi. Nous, on disait non, on va d'abord essayer de comprendre. Et puis, qu'est-ce que vous montrez dans cette phase-là? Ben, rien. On va vous montrer notre réflexion. Mais vous ne montrez pas de dessin? Non. Ça a été difficile. Hein. Et puis, après, la phase 2, c'était de montrer des axes de création, mais pas des choses finalisées. Hein. Presque des mood boards, enfin, des choses comme ça. Et puis après, arrivaient des maquettes, etc. Donc ça, c'était le premier client qui nous a fait confiance parce qu'on a pu déterminer ce qu'était un lotus. On a fait des recherches du lotus égyptien, enfin différents types de lotus japonais. On a proposé différentes pistes. Et ça, ils étaient vraiment estomaqués parce qu'ils avaient l'habitude de voir toujours des dessinateurs qui arrivaient avec des petits croquis tout de suite. Il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait pas de pourquoi. Le fameux pourquoi dont je parlais, il était là. Pourquoi? À partir du moment où vous définissez le pourquoi et que le client est d'accord avec votre pourquoi, ben, il suffit de créer après. C'est facile. C'est intéressant. Alors là, je réfère à le fameux Simon Sinek. Je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, Non. mais c'est une personne qui a fait une conférence TED il y a 10 ans et qui a dit, en fait, donc sa conférence s'appelle « Comment les grands leaders inspirent ». Et il fait 3 cercles les uns dans les autres. Et il dit la première question à se poser, c'est pourquoi. La deuxième, c'est comment. Et enfin, quoi. Et quand on présente une idée, très souvent on se trompe, on commence par le quoi, puis le comment, et on oublie le pourquoi. Et donc il explique que finalement, la structuration d'une réflexion, ou la structuration d'un discours inspirant, ou en tout cas qui fait sens, débute toujours par le pourquoi. Alors c'est intéressant parce que ça c'est toujours une vidéo que j'aime montrer quand j'accompagne des entreprises. À chaque fois on se dit ah mais oui évidemment que c'est logique. En fait c'est toujours plus logique à partir du moment où on a compris, on le sait, quelqu'un nous le dit. Mais c'est intéressant. Il faut commencer par ça. Mais ça tombe même sous le sens. On peut même s'étonner qu'il en soit autrement. Et pourtant on ne le fait pas toujours en tout cas. Oui, on ne le fait pas. Lotus ça a duré 15 ans. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations comme ça qui ont été révélatrices ou qui ont duré dans le temps ou que vous avez pu accompagner comme ça? Parce que je pense que c'est génial de faire un logo sur un temps T, mais ça doit être encore plus fascinant d'accompagner une marque dans le temps comme ça. Oui, parce que nous l'avons accompagné aussi dans tous ses produits. Hein. Voilà. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, si L'Oréal nous a fait confiance aussi, pour beaucoup de marques, la Biotherm, la Vague, ben voilà, ils avaient un signe avant. Et puis, ben moi, j'ai dit, ben non, on va prendre que l'eau. Hein, parce que le signe, c'est quand même très figuratif et puis ça limite beaucoup les choses. Ou avec Lancôme, ils voulaient supprimer l'accent circonflexe parce que c'était trop français. Alors moi, je suis revenu en agrandissant l'accent circonflexe. Hein, donc, pour être encore plus français? Ben oui, et puis c'est un accident visuel. Quand même, le design, c'est de se faire remarquer, de séduire, pour être préféré. Donc, quel que soit le sujet. Lancôme avait une particularité, parce que Lancôme, qu'est-ce que ça veut dire hein, bon, à l'étranger surtout. Mais il y avait au moins ce petit chapeau là. Hein. C'est comme Agendas qui fait très scandinave, alors que c'était complètement américain. Mais bon, il y a un accident, il y a quelque chose d'étrange. Hein. Le storytelling du départ est là. Donc, je suis revenu avec cet accent agrandi. Et puis j'ai dit, je crois que la rose aussi, il faudrait la garder.
au moins pour certains types de produits. Ils voulaient également supprimer la rose, mettre du bleu à la place du gris. Enfin, vraiment, ils avaient une crise. Hein, ils faisaient tout de travers. Et parfois aussi, il faut s'opposer au client. Mais pour s'opposer au client, il faut avoir sa confiance. Aujourd'hui, c'est assez difficile parce qu'il y a une telle concurrence, il y a une telle négociation des prix, vous n'avez pas le recul, vous ne pouvez pas faire la démonstration culturelle qu'il faudrait, le temps qu'il faut, etc. Il faut aller très vite à la solution. Donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se baser là-dessus. Mais lorsque je parle de Lancôme, je fais référence à une certaine époque où l'image de l'agence était vraiment au top. On reconnaissait le côté avant-gardiste de cette agence, le côté recherche, études et recherche. Ça a été la première agence au monde à utiliser les écrans pour créer. Hein, et c'est toujours de façon impromptue que ça arrive. Ça vous tombe dessus. Vous n'avez pas connu Denise Fabre, qui est une speakerine de la télévision, qui était très célèbre parce qu'elle était toujours habillée en arbre de Noël. J'avais dit déguisée. Elle était scintillante de partout. Elle riait toujours. Et puis un jour, je la regarde, et derrière elle, c'était le début des effets spéciaux, il y avait des lignes de couleurs qui montaient et qui descendaient. Elle était devant, elle riait, tout ça, elle parlait du programme. Puis derrière, moi je regardais les lignes qui bougeaient derrière. Et je me suis dit, mais l'écran de télévision, c'est un énorme packaging. Donc si il y a des lignes qui montent, qui descendent, je pourrais très bien présenter un logo en haut, en bas, en grand, en petit. On peut donc créer à partir de cet écran. Vous voyez, quand vous êtes habité par un sujet, tout devient sujet. Tout. Votre vie quotidienne. Et est-ce que vous avez été inspiré? Alors, est-ce que par d'autres agences ou est-ce qu'il y a des marques avec qui vous auriez aimé travailler et malheureusement ça ne s'est pas fait pour plein de raisons? Mais est-ce qu'il y avait des... Parce que je pense que c'est un métier alors quand même de création, donc à un moment donné je pense qu'on peut être un peu vide ou se sentir un peu... voilà, je me dis là c'est la période de Noël, on est un peu... fatigué, on tire sur la corde depuis le mois d'août. Enfin, je pense qu'il y a des moments où bon, on peut être un peu fatigué. Est-ce que vous aviez des branches sur lesquelles vous raccrochez? Est-ce que c'était des sources d'inspiration externes? Est-ce que c'était des livres? Est-ce que c'était des cultures? Est-ce que c'était... Quelles sont vos branches à vous pour vous récupérer? Ce que je vais vous décevoir, je n'ai qu'un tronc. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais chez moi c'est incessant. Ça tourne, ça bouillonne, ça... Alors, avec plus ou moins de bonheur, parce qu'évidemment, c'est pas scientifique. Mais quand même, il y a une idée, on amène toujours une autre. Et puis, ça m'arrive de dire, quand je suis interviewé sur le sujet, de dire... et je suis sincère en disant la chose suivante. Je suis un type qui n'a pas un talent particulier. Mais je donne du talent aux autres. Hein, vous me confiez une petite équipe, dans le sujet du design, évidemment. Eh bien, il va sortir quelque chose d'intéressant. Hein, cette espèce de... Cette fusion de ce noyau, il sort quelque chose de particulier qui ne sortirait jamais si on prend les gens isolément, ou même moi isolément. Hein. Mais voilà, cette espèce de... Mais est-ce que c'est pas ça la clé du design aussi? De faire ensemble? Est-ce que finalement on peut être designer tout seul? Je pense pas qu'on puisse être designer seul. Je ne pense pas. Parce que, d'abord, le design, c'est créé pour l'autre. Hein. Bon. Et puis, quand je vous parlais du design marketing, j'ai oublié de vous dire que j'associe à ça ma définition du marketing, qui est probablement la plus courte au monde, parce que pour moi, le marketing, c'est l'autre. Donc, alors, le connaître, savoir ce qu'il aime, ce qu'il fait, etc. Mais c'est l'autre. Donc, le designer qui ne travaille pas par rapport à l'autre, qu'est-ce qu'il fait? C'est un artiste, enfin, dire que... voilà, il est dans son monde. Le designer, c'est surtout pas ça. C'est un monsieur dont l'enveloppe est retournée. Hein, l'intérieur doit être à l'extérieur.
même si c'est un introverti, car très souvent ça l'est. Mais quand il travaille, quand il est sur scène, voilà, il est avec ses bling-bling. Hein. C'est quoi ces bling-bling? C'est-à-dire qu'il travaille pour l'autre, il doit séduire, il doit créer, apporter ce qui peut plaire. Nous faisons un métier de séduction. Quel que soit le sujet, si vous vous adressez à moi, il faut que je vous présente quelque chose qui plaise davantage que le marché concurrentiel. C'est ça, hein, le but. Hein. C'est-à-dire qu'Apple doit séduire plus ou un certain type de client plutôt que IBM, je ne sais quoi. Donc, ou Samsung. Donc, vous voyez, ça, c'est tout de même... c'est la clé. C'est la clé, donc c'est l'autre. On crée toujours pour l'autre, mais c'est d'une banalité de dire cela, parce que il n'y a pas de création solitaire dans nos métiers, ça. Je ne vois pas très bien. Je vois même pas, ça me rend mal à l'aise même. Vous parlez de séduction. Il y a une culture qui vous a séduit plus qu'une autre, c'est le Japon. Ah oui. Je voulais arriver sur ce sujet du Japon. Pour comprendre, est-ce que c'est le design qui vous a amené au Japon, ou est-ce que c'est vous? Non, c'est le design. C'est le design. Alors, pourquoi le design et le Japon? Vous qui avez fait une bonne partie des pays dans ce monde. 1982, Dentsu, l'agence de communication numéro 1 au Japon, et une très grande agence au monde, envoie 2 délégués à Paris pour visionner une dizaine d'agences de design. En fin de journée, ils en retiennent 3. J'allais dire dont Carré Noir, parce que à l'époque, c'était difficile de faire autrement. Et la question posée, c'était, voilà, nous avons une marque Twinings, du thé, dans une boîte métallique, cubique. C'est une marque anglaise. Pour le marché japonais, on souhaiterait qu'elle ait un look français. Bon. Alors, quand on demande aux Japonais, mais c'est quoi un look français? Et bien sûr, ils ne savent pas répondre. Ah, vous êtes français? Ben, vous allez dire oui, mais justement. Hein. Alors, comme ils ne savaient pas répondre, je leur ai dit, citez-moi les 10 marques les plus françaises pour vous. Et alors, ils me citent Yves Saint Laurent, machin, etc. Et puis j'analyse les 10 et je m'aperçois que c'était toujours des belles typographies, etc. Bon. Je dis, voilà, c'est ça qu'ils veulent. Il y avait 6 semaines de délai pour envoyer les maquettes. Et là, avec mes amis, nous avons l'idée de faire une petite vidéo des designers de l'agence en train de créer les maquettes pour Twinings Japon. Avec l'idée d'envoyer les maquettes avec la petite vidéo. Bon. Et puis on sous-titre la vidéo en japonais. On met les maquettes dans une boîte, dans une petite valise métallique noire. Les maquettes sont enveloppées dans du papier de soie noir. Enfin bon, on fait le cinéma qu'il faut faire pour plaire aux Japonais. Et puis au moment d'envoyer la valise, on se dit non, on va y aller. On va leur présenter. Donc on leur dit attendez, on arrive. Surprise. Peut-être d'ailleurs choqué. Oui, parce que pour... rétrospectivement. Mais, moi je ne connaissais pas le Japon. On y va. Et puis, je présente les maquettes avec la vidéo à l'agence Dentsu, en même temps que la vidéo se déroule en japonais. Hein. Je développe, etc. Alors les maquettes étaient superbes. On gagne, ne serait-ce même parce qu'on était là aussi, on avait fait le voyage. Mais inutile de vous dire que les frais ont explosé. Enfin, on n'a rien gagné là-dessus. Surtout que les billets d'avion à l'époque coûtaient une fortune pour le Japon. Et j'ai dit à Dentsu, messieurs, je reviendrai tous les 6 mois au Japon avec ou sans business.
Bien sûr, ils n'ont rien cru de tout cela parce que les Français sont connus pour être brillants, créatifs, etc. Mais enfin, pas fiables du tout, des grandes gueules, etc. Et puis, bon, le président arrive cette fois-ci, mais la prochaine fois, on aura un stagiaire, comme d'habitude. Voilà. Donc, ils n'y ont pas cru. Et puis, 6 mois après, je suis revenu. Et puis, 6 mois encore après. Ce qui fait qu'à la fin, ils m'ont présenté à des clients à eux. Et puis, ils m'ont présenté à un éditeur. Et donc, j'ai sorti un premier bouquin. J'en ai sorti 4 au Japon. Le premier bouquin au Japon. Et ainsi de suite, basé sur la confiance. Et là, ils se sont dit, voilà un Français auquel on peut faire confiance. Il est fiable. Or, les Japonais ont horreur des surprises. Bonnes ou mauvaises. Hein. Pas de surprise. Et en allant les voir, là, on avait créé une surprise. Heureusement, on a transformé l'essai. Mais ça aurait pu être catastrophique. Hein. Donc voilà, c'est ça le début de l'histoire japonaise. Après, j'ai engagé une japonaise à Paris parce qu'il y avait trop de malentendus. Entre les cultures et donc les façons de faire. Oui. C'est pas une question de traduction. Oui. Hein, c'est une autre mentalité. Traduire l'américain, d'ailleurs Google fait ça très bien, l'anglais et le français, c'est facile. Mais le français et le japonais, les traductions sont nulles, même avec un Google sophistiqué. Qu'est-ce que vous avez appris de votre métier au Japon ? La rigueur. Voilà. C'est-à-dire que on respecte le délai, on respecte le devis. Si on s'engage sur 5 maquettes, on en fait 5, on n'en fait pas 6, on n'en fait pas 4. Et on argumente. Une chose que j'ai apprise parmi l'autre au Japon, c'est que je dois faire mes présentations à l'envers par rapport à une présentation française. Les Français sont très doués pour comprendre des concepts. Je vais vous dessiner un nouvel objet qui va être destiné aux bobos. Bon, vous comprenez ça. Un Japonais va dire, mais bon, alors un bobo, c'est quoi pourquoi tous les objets sont pas pour les bobos? Enfin, il va commencer à se poser des tas de questions métaphysiques, il va plus rien y comprendre. Il va être angoissé dès le départ. Hein. Donc, les Japonais ne comprennent pas les concepts. Il faut partir de ce principe-là. Je pars sur un détail. Je dis, voyez, j'ai pris ce bleu-là. Je montre par exemple une bouteille d'eau minérale. J'ai pris ce bleu-là. Ce bleu-là, je l'ai pris dans une œuvre de Matisse. Parce que Matisse, voilà le sud, parce que voilà, et la source d'eau vient d'ici, blablabla. Hein. Bon, storytelling. Hein. J'explique. Hein. Après, le bleu, la forme de la bouteille, je la voulais comme ceci et comme cela pour telle et telle raison. Hein. Et j'avance. Et à la fin, je lui dis, voyez, j'ai fait une bouteille d'eau minérale pour les bobos. Ah oui. D'accord. Vous partez effectivement... en fait, vous donnez du sens tout de suite. Vous montrez en fait finalement ce que vous ne montrez pas en France, comme vous disiez tout à l'heure. Je garde pour moi mes erreurs, entre guillemets, ou mes réflexions. Et finalement, au Japon, c'est les montrer l'envers du décor, montrer pourquoi cette forme, pourquoi cette couleur, pourquoi j'ai fait tel choix et pas tel autre. Et j'entre par des détails. Le Japon est une civilisation du détail et de la juxtaposition, et pas du mélange. C'est intéressant parce que en storytelling, c'est une porte d'entrée très forte aussi. Et souvent, c'est les photographes qui le font. Souvent, des photographes disent en fait le plus important dans une photo, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc finalement, quand on se concentre très précisément sur un tout petit objet sur le bureau sur lequel on est là aujourd'hui, finalement, l'histoire que les gens vont se raconter autour de ce petit objet qu'on aura photographié sera peut-être plus fort que la photo du bureau intégralement. Et finalement, c'est intéressant, c'est une porte d'entrée aussi dans le storytelling. Finalement, ce qui est intéressant avec le Japon aussi en termes de culture, c'est que ça définit le design comme on l'entend, c'est-à-dire comme une conception, comme un dessin, parce qu'on a cette vision de cette culture japonaise. Puis cette culture japonaise évolue extrêmement vite avec le high-tech, le numérique. Est-ce que finalement le design... Alors ma question est bête parce que je connais la réponse, mais en même temps j'ai envie de vous la poser pour... Est-ce que le design peut faire sans le high-tech ? Et comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à concilier high-tech et design ? Au préalable, parce qu'on dit beaucoup que le high-tech
éloigne les gens, ou que le high-tech nous oblige à rester devant des écrans. Alors que j'ai la sensation que le design, c'est faire ensemble, ou essayer de créer des lignes et des points d'accroche entre les gens. Est-ce que ces différences-là sont conciliables? Est-ce qu'aujourd'hui, le design et high-tech peuvent vivre ensemble? Je dirais presque que c'est un mariage de raison. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des designers de plateforme. Ça, c'est le cas extrême. Hein. Mais et puis il y a high-tech et high-tech. Si on prend cet écran qui est devant nous, c'est d'abord un design quand l'objet est éteint. Enfin, c'est un design. Bon. Et c'est un design tellement basique que tous les écrans se ressemblent. Quand vous allez chez Boulanger ou chez Darty, et vous avez à choisir un écran de télévision, c'est la panique, parce que c'est que des rectangles. Hein. Comment faire autrement? Et puis, lorsqu'il s'allume, il y a le design dans le design. Hein. Vous voyez, et c'est là où il est proche des gens. C'est pas dans sa partie technique, dans sa partie hardware. Non, c'est dans sa partie communication. Hein. C'est là où il peut y avoir un échange. C'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des marques ou est-ce qu'il y a des designers qui vous inspirent? Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu Marc Simoncini qui est connu pour avoir créé Mythique, le français, qui a créé un vélo avec Oraito, qui est le designer que tout le monde regarde un peu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des designers aujourd'hui, voilà, quel que soit l'âge, le genre, même la culture, le pays, est-ce qu'il y a des designers que vous suivez, qui vous inspirent, qui vous font dire que le design est resté comme votre vision, ou en tout cas comme vous souhaitez qu'il soit? Alors, je ne souhaite pas qu'il soit d'une certaine façon, le design. Parce que le design, il est fluide. Il peut même être gazeux. Enfin, ça peut être une odeur, ça peut être... Le design est vraiment omniprésent. Enfin, il a toujours été d'ailleurs. Mais donc, et puis, je me méfie un peu de ce genre de questions. Parce que justement, je ne voudrais pas tomber dans ce genre de préférence ou d'inspiration, etc. Évidemment, je ne peux pas dire que j'en suis complètement exclu, mais j'aimerais bien ne pas l'être, ne pas être influencé. Parce que, comme je suis appelé à travailler sur tout type de sujet, ce qui est vérité dans une industrie ne l'est pas dans une autre, etc. Donc, et puis lorsque je travaille avec des jeunes designers qui pourraient être mes petits-enfants, ou lorsque je travaille avec des designers déjà plus mûrs, c'est pas la même mentalité. Ou une entreprise qui a des produits solides dans lesquels on se déplace, comme l'automobile, ou des produits au contraire que l'on consomme ou que l'on boit, c'est pas le même état d'esprit non plus. Donc, moi, je suis une paire d'yeux et j'absorbe et je voudrais pas appartenir à une école. Mais bien sûr que je dois appartenir à une certaine école, ben, évidemment. Mais je m'en défends, au fond. Hein, je m'en défends. Alors, peut-être dernière question. Est-ce que vous aviez si demain vous êtes face à des jeunes designers, quel est le conseil que vous leur donneriez? Je sais pas si j'en donnerais un seul. Ouais, alors deux peut-être, ou plusieurs? Oui. J'aurais envie d'en donner deux essentiellement. Un, cultivez-vous. Soyez cultivés. Et deux, ce qui va au fond avec le premier, mais enfin, soyez curieux. Soyez disponibles à toute... Alors, cultiver, là aussi, ça tombe sous le sens. C'est-à-dire que si on vous demande de travailler sur un packaging qui doit évoquer un peu l'Égypte ancienne ou qui doit au contraire s'intéresser aux nouvelles tendances japonaises, il faut déjà au moins savoir où chercher. Hein, et puis savoir que ça existe, et puis etc. Bien sûr, on ne peut pas prétendre tout savoir, mais au moins savoir que ça existe, qu'on peut trouver ça ici, ou qu'on a vu quelque chose
ou qu'on a vu une expo un jour qui traitait un peu de... Voilà. Hein. Ça, c'est la culture. Et puis la curiosité, c'est presque l'art de se laisser surprendre. C'est un... Et est-ce que ça s'apprend? Ça, je ne sais pas. On restera sur cette question, du coup. Merci Gérard Caron. Au plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à écouter peut-être d'autres conversations. Qui sait, ça peut vous intéresser. Très bonne journée à vous.